René, dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus? Dans 50 ans, pas dans 50 ans, Charles Aznavour. Effectivement, la Terre meurt, mais pas seulement la Terre, l'océan. Et ce dont on va parler aujourd'hui, l'océan. Et vous savez, le plus beau livre de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, commence par « Je te salue, vieil océan ». Eh bien, l'océan, ce n'est pas seulement le tombeau d'un certain nombre d'esquifs et de voiles, et surtout pas uniquement la poubelle, parce que cette poubelle pourrait se transformer en gisement aurifère. Et c'est ça qui est extraordinaire, et on va en parler avec Maude Fontenoy, qui est non seulement navigatrice, mais qui est engagée comme Jean-Paul Sartre, mais elle, c'est pour l'océan et pas pour l'existentialisme. Et elle est engagée pour la sauvegarde des océans depuis plus de 20 ans. Et puis, on va prendre le large aussi avec un autre navigateur français mondialement connu, lui aussi, Loïc Perron, à l'occasion de la 9e édition du Vendée Globe Challenge. Et on va parler du Vendée Globe avec un livre formidable fait par Dino Di Meo, et un livre vraiment à lire. En tout cas, attention, larguez les amarres, on s'en va. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Si tout le monde s'y met et s'entraide à ramasser tous ces déchets, il y aurait moins de plastique au fond des océans, car nos poissons sont en train de mourir petit à petit. Les Enfants Fantastiques, évidemment, vous avez reconnu. Effectivement, est-ce qu'on va bientôt dire requiem pour tous les poissons, pour tout ce qu'il y a dans l'océan? Eh bien, il faut le dire et il faut prévenir tout ça, être solidaire, sauver les océans. Selon une étude menée par la Fondation Ellen MacArthur, on estime qu'en 2050, il y aura plus de matière plastique que de poissons dans les mers et les océans. Céline, c'est quand même assez terrifiant. Et oui, les chiffres sont effrayants, André Berkoff. Chaque seconde, 634 000 kilos de déchets en tout genre, dont 300 kilos de plastique, sont déversés dans nos océans. Résultat, quelques 5 000 milliards de débris flottent à la surface. On va parler de ce fléau, mais aussi des nombreuses et surprenantes richesses que la mer offre à l'homme. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir la plus célèbre des navigatrices françaises, qui est engagée pour la sauvegarde des océans depuis une vingtaine d'années. Maude Fontenoy, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez chez Belin un livre extraordinaire qui s'intitule Bleu, un océan de solutions, un livre passionnant, illustré par des photos extraordinaires de Yann Arthus-Bertrand, dans lequel vous montrez que l'océan, dans l'océan, nous pouvons trouver énormément de solutions pour sauver la planète. Vous écrivez ceci: sans l'océan, nous sommes sans avenir, peu d'entre nous le savent, mais les services qu'il nous rend sont nombreux. Alors, quels sont-ils, Maude Fontenoy ? C'est vrai qu'en cette période un peu mouvementée, il faut quand même le dire, de crise sanitaire, j'avais envie d'écrire ce livre qui est une source, je l'espère, vous l'avez lu, d'espoir, à la fois d'émerveillement avec les photos d'Yann et aussi beaucoup de solutions. Pour rappeler en réalité qu'on est devant un grand défi, on parle de la société qu'on veut créer post-Covid. Et quelle sera-t-elle ? Moi, je pense qu'elle sera bleue. Parce qu'en réalité, l'économie de demain sera tournée vers la mer obligatoirement. Pourquoi ? Parce que les océans, déjà, c'est notre survie au quotidien. Et je vais vous le dire pourquoi, mais il y a une responsabilité de la France, parce que la France, elle est la deuxième puissance maritime mondiale. Oui, on l'oublie souvent. On l'oublie, et elle est la première puissance européenne. Et ça, derrière les États-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés sous notre juridiction, et principalement dans des eaux très fertiles, contrairement aux États-Unis, ou aussi dans des eaux assez froides.
Et finalement, le grand défi actuel, c'est de se dire, voilà, on va bientôt être 9 milliards sur notre planète. Comment est-ce qu'on va faire pour soigner, pour éduquer, pour donner du métier, pour assurer le bien-être de chacun d'entre nous, tout en préservant notre nature? Eh bien, c'est en se tournant vers le grand bleu. Alors, les ressources, eh bien, c'est d'abord l'oxygène que l'on respire. Et ça, pareil, on l'oublie. On pense environnement, on pense vert, on pense forêt amazonienne. Oui, il faut lutter contre le CO2, on ne parle pas de la mer. C'est vrai, alors que les océans, c'est le premier régulateur du climat, c'est le premier à absorber le CO2 et à nous rendre de l'oxygène. C'est un poumon sur 2 dans ce studio qui respire grâce à l'océan. Et puis, voilà. Oui, oui, plus de 50% effectivement de l'oxygène que nous respirons provient de l'océan. Et vous précisez que 30% du CO2 issu des activités humaines, effectivement, est absorbé par l'océan. Vous donnez un exemple, effectivement, qui m'a frappé, c'est la baleine bleue, qui capte à elle seule 33 tonnes de CO2 par an. Voilà, 33 tonnes de CO2 par an et qui, tout au long de sa vie, va être en équivalent de 15 000 arbres. Une baleine, c'est 15 000 arbres en termes d'absorption de CO2 et de rendu d'oxygène. Et ça représente en vérité les émissions d'une ville de la taille de Lyon sur une année. Mais alors, c'est intéressant, je rebondis sur la baleine, parce que la baleine, c'est un exemple marquant, parce qu'à la fois, c'est un animal qui nous émerveille, qui est immense, qu'on peut rencontrer quand on est navigateur et qui laisse toujours beaucoup d'émotions. C'est à la fois, comme vous le disiez, quelque chose qui permet aussi l'absorption du CO2, mais ça va permettre aussi le véhicule des nutriments par les allers-retours des baleines entre les profondeurs et la surface, et qui va permettre de nourrir les différentes espèces marines. Et puis, les baleines, c'est aussi des solutions en termes médicinales, puisqu'on étudie le cœur de la baleine. Et c'est grâce au cœur de la baleine qu'on a créé dans les années 50, grâce à un chercheur qui a consacré toute sa vie à l'étude du cœur de la baleine et notamment de différents cétacés. Il a étudié 200 espèces de cétacés différentes, il a mis des électrodes, il a fait des électrocardiogrammes en plein océan, il invente le pacemaker et il invente aujourd'hui le pacemaker de demain. Pourquoi ? Parce que le cœur de la baleine, il fait 600 kilos, donc c'est une énorme machine qui est dans une gangue de graisse. Et on s'est rendu compte qu'il fonctionnait déjà de façon très lente. À chaque mouvement, il aspire près de 6 baignoires de sang. Et c'est 2 à 3 battements par minute. C'est incroyable. Oui, j'ai lu dans votre livre, c'est 220 litres de sang par seconde. Oui, ce qui est étonnant, là, vous parlez de la baleine, mais c'est vrai, c'est en fait ce que vous dites, le fond de votre livre et de votre combat, Maud Fontenoy, c'est qu'au fond, nos trésors, notre avenir, je dirais presque alimentaire, environnemental, est dans les océans. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, alors, premièrement, comprenons que la vie est née dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années. Donc déjà, on vient de là. Il faut savoir que quand tu regardes le Grand Bleu, c'est pas juste, comme disait Tabarly, la mer, c'est pas ce qu'on a dans l'eau quand on regarde la plage, mais c'est le berceau de l'humanité. La vie, elle naît dans la profondeur des océans, au niveau des sources hydrothermales, il y a 4 milliards d'années. Ensuite, la vie va évoluer, et je penserai cette image souvent du dauphin, qui est un animal marin, qui a été ensuite un animal terrestre, et on remarque dans ses nageoires des phalanges qui montrent qu'il a été un animal terrestre, et qui ensuite rejoint la mer. Et donc l'homme aujourd'hui, comme vous le disiez, rejoint la mer parce que c'est l'oxygène, parce que c'est la marmite de l'humanité, parce que c'est les énergies de demain, parce que c'est les médicaments, près de 22 000 molécules qui sont étudiées, presque 13 prix Nobel, et que finalement tout vient de là. Et qu'aujourd'hui, la France a la chance d'avoir un savoir-faire, d'être leader dans la recherche, dans beaucoup de domaines. Elle a des armateurs importants, elle a des pêcheurs engagés, elle a une marine nationale déployée dans tous les océans, elle a aujourd'hui une côte qui est très appréciée. Une tradition de marins extraordinaire. Exactement, la tradition de Colbert, Richelieu, enfin voilà, il y avait cette vision, et aujourd'hui il nous manque peut-être cette ambition de retourner vers le large pour y assurer à la fois le fait qu'on ne reproduise pas en mer les erreurs qu'on a commises sur Terre, c'est pas une planète de rechange, qu'on se méprenne pas, mais qu'on arrive à bien comprendre que quand on est face à la mer, on est comme face à une immense bibliothèque, et c'était comme si les livres, on ne savait pas les lire, on fait juste que les brûler, et que si jamais on les lisait, on se rendrait compte de combien ils peuvent nous apporter. Et juste un mot de Fontenoy, vous pourrez appeler aux politiques,
pour aller jusqu'au bout, vous en parlerez avec Céline et moi-même, c'est que nous sommes tous nés d'un liquide placentaire. La on même, est voilà. nés où, nous ? Dans le ventre de la mer, c'est le cas de le dire. La même composition que l'eau des océans. C'est quand même extraordinaire, qu'on le veuille ou pas. Et tout ça est lié. Alors, ce qui est extraordinaire, revenons, on en a parlé il y a quelques secondes, revenons aux atouts surprenants de l'océan sur notre santé, il serait donc à l'origine de plus de 2500 médicaments. Vous évoquez l'AZT, le traitement contre le sida qui vient du hareng, les étoiles de mer qui aident à guérir certains cancers, l'anémone qui pourrait soigner le diabète et l'obésité, et il y a même un traitement contre la Covid. Expliquez-nous. Non, alors c'est vrai que ce livre, il est plein d'exemples, et moi, ça me fait même une émotion, comme vous le dites, parce que je trouve que c'est fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Il faut lire ce livre. Voilà, de comprendre tous ces enjeux-là et de voir combien quelque chose que tu regardes, donc par exemple, le ver arénicole, qui est un petit ver de sable qu'on va retrouver sur notre littoral français. Ce ver de sable, tu as le choix ou de l'écraser un peu quand tu vas te balader sur le bord de la plage, ou alors, comme l'a fait un chercheur français, Franck Zal, de l'étudier. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il avait une hémoglobine qui était 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Donc, c'est une révolution pour la médecine. Elle est transfusable à l'ensemble des groupes sanguins, elle est lyophilisable, elle va permettre de conserver des greffons avant la greffe. Enfin, c'est incroyable. Et ça, c'était sous nos yeux sans le voir. Et là, vous preniez l'exemple de l'étoile de mer, et c'est un exemple intéressant parce qu'en fait, c'est le premier prix Nobel en 1908 d'un chercheur russe qui a ce prix Nobel en étudiant l'étoile de mer, et il a compris la prolifération des cellules cancérigènes. Donc, vous avez ça. Et d'un autre côté, aujourd'hui, l'année dernière, on a compris, grâce à l'éponge de mer, peut-être on trouverait une molécule pour lutter contre le cancer. Et ça, c'est tout récemment. Donc, vous voyez, c'est qu'une espèce qui disparaît, Dieu sait qu'aujourd'hui, ça s'accélère dans la disparition des espèces, oui. C'est aussi des solutions pour l'homme qui disparaissent dans le même temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus à faire en préservant ce qui nous a été légué gracieusement par la nature, qu'en parfois y allant avec nos gros sabots sans se rendre compte des dégâts considérables et irréparables qu'on fait souvent sur notre nature. Autre exemple que vous citez, c'est le requin qui permettrait de lutter contre les infections nosocomiales qui touchent 1,3 million de personnes dans le monde. Sa peau, André, empêche l'adhérence des bactéries. Incroyable. Oui, la peau du requin. Alors, le requin est fascinant pour plein de raisons. Déjà, parce que c'est un animal qui est l'animal le plus abouti de la chaîne alimentaire. C'est lui qui permet de la régulation des espèces de poissons. C'est lui qui mange des espèces qui sont malades. C'est grâce à lui que tout l'équilibre des barrières de corail, par exemple, sont maintenus à flot. Et puis, il y a cet aspect médical qui fait que la peau du requin a une forme très particulière, en forme alvéolaire, avec des denticules, qui empêche cette adhérence de bactéries. Et c'est vrai que les maladies nosocomiales, vous le disiez, elles font près de 80 000 morts par an aux États-Unis. Donc, c'est pas une petite invention que de se dire qu'on va peut-être créer un revêtement pour l'intérieur de nos hôpitaux qui empêcherait l'adhérence de ces bactéries. Et puis, il y a l'alimentaire. Vous dites, on va pouvoir se nourrir pratiquement entièrement, on le fait déjà avec les poissons et autres, de la mer. On résout le problème entre les végans et les carnivores, quoi. C'est ça. Alors, disons que les océans, c'est vrai, c'est l'image de la grande marmite de l'humanité. Il y a, c'est vrai, près de la moitié de la population mondiale qui a ses bases de l'alimentation dans la mer. Donc, ça représente un vivier... Près de la moitié. Oui, près de la moitié. Ouais. Voilà. Donc, c'est très important pour beaucoup. Et pour un quart, c'est vraiment la source de protéines essentielle qui vient des océans. Aujourd'hui, la consommation de poissons, elle était de 9 kilos par individu et par homme dans les années 60. On est passé aujourd'hui à 20 kilos par individu et par homme, un peu plus de 30 kilos pour les Français. Et c'est vrai qu'un poisson sur deux qu'on consomme, il vient de l'aquaculture. Donc aujourd'hui, on a un petit souci quand même. Et c'est pour ça que les chiffres sont un petit peu alarmants. Et c'est pour ça qu'il va bien falloir qu'on apprenne à mieux gérer nos stocks de poissons, parce qu'il va bien falloir qu'on continue à nourrir l'humanité. Et qu'on se rend compte de façon positive que quand on prélève mieux et qu'on fait mieux attention à la ressource se reproduit mieux que si on met complètement sous cloche. Donc il y a des aspects positifs. D'un autre côté, il faut comprendre que, et vous introduisiez avec ça, les déchets qu'on rejette à la mer chaque année, ces déchets, ces 10 millions de tonnes qu'on rejette à la mer chaque année, ils reviennent dans notre assiette de sushi, ils reviennent dans notre assiette de poisson. Et oui, ce qui est terrible, je vais citer les chiffres que vous donnez dans votre livre, effectivement. 1 milliard d'oiseaux marins décéderaient chaque année après avoir ingéré du plastique présent dans l'océan. 700 espèces animales se sont étouffées à cause de ces résidus, André. Alors, c'est quoi les solutions pour construire un avenir sans plastique ? Non, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, du plastique, des déchets. Alors, c'est vrai que le plastique, c'est quelque chose
que l'on va voir, et puis on a autour de cette table du plastique partout, on a vraiment du mal à s'en débarrasser. Après, vous avez ce qu'on appelle les marées vertes, les marées noires, et puis aussi les marées blanches, qui sont les marées de pesticides, de médicaments qu'on voit moins, qui s'infiltrent également dans nos mers. Et qui fait qu'aujourd'hui, tout ça a intégré le milieu et qu'on a presque du mal à complètement retraiter les eaux. Et c'est pour ça qu'une étude publiée récemment estimait qu'on mangerait l'équivalent en plastique de la taille d'une carte bleue, vous voyez, 5 grammes environ par semaine. Parce que les nanoparticules de plastique se retrouveraient dans l'air, dans l'alimentation. Partout. Donc c'est à nous. C'est l'océan poubelle dont on parle là, il faut bien le dire. Malheureusement, l'océan a été longtemps considéré comme un peu un puits sans fond dans lequel on pouvait rejeter inlassablement. Et Dieu sait qu'entre les deux guerres, quand on s'est partagé les armements, tout ça a été balancé dans le fond des océans. Bien sûr. Et d'un autre côté, l'océan est un géant au pied d'argile, parce qu'aujourd'hui, les océans, ils vacillent. Et donc, il va bien falloir qu'on prenne conscience. Et c'est pour ça que dans ce livre, je ramène beaucoup de choses de positives, parce qu'il va presque falloir, par égoïsme, qu'on préserve ce grand bleu pour tout ce qu'il nous apporte et qu'on lutte chacun de notre côté. Il n'y a pas une personne responsable qui porterait comme Atlas la terre sur son dos et qui serait responsable de tous les maux. C'est chacun d'entre nous dans nos gestes du quotidien qui pouvons faire le choix de moins acheter de plastique, de mieux le recycler, de ne pas utiliser par exemple de crème solaire avec des filtres chimiques parce que ça dégrade les océans et d'avoir des meilleurs gestes parce que les océans se protègent partout, même quand on est très loin de la mer. Question de volonté. Alors, le fléau, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, le fléau de cette surperche, c'est vraiment désastreuse, les conséquences sont désastreuses. En 2016, 91 millions de tonnes de poissons ont été pêchés. C'est quoi la solution ? Vous avez évoqué tout à l'heure l'aquaculture, vous parlez aussi dans votre livre de l'algoculture, qui pourrait être une solution pour demain. Alors, c'est vrai que l'on pêche beaucoup, on a toujours beaucoup pêché, il est certain, et comme je vous le disais, on mange de plus en plus de poissons. Alors, on a un autre petit problème, c'est que l'on va pêcher pour faire de la farine de poisson, pour nourrir d'autres poissons. Pour faire, pour nourrir 1 kilo de poisson, on va prélever environ 4 à 5 kilos. Et pour 1 kilo de thon, ça va être 20 kilos d'autres poissons, de farine de poisson pour le nourrir. Donc, vous voyez un petit peu le problème. Là, on est en absurdie, comme se disent certains. Ouais. Donc, aujourd'hui, la solution, c'est d'aller vers de l'élevage, parce que c'est une solution selon la FAO, mais de l'élevage de poissons végétariens, comme le pangasius, comme le tilapia, comme la carpe, qui pourrait être une solution. Et puis, il va falloir faire de l'élevage français, respectueux des normes, parce qu'aujourd'hui, 80% de ce que l'on mange en élevage vient d'autres pays. Donc, aujourd'hui, on doit valoriser aussi la pêche française, qui est une pêche traditionnelle, faut quand même le dire. 80% de la pêche à travers le monde, c'est une pêche traditionnelle avec des bateaux de moins de 12 mètres. Il y a aussi quelque chose à dire là-dessus, c'est-à-dire que tu as un double problème qui est que tu as 1% des flottes de bateaux qui récupèrent la moitié de tout ce qui est pêché dans le monde. Ouais. Tu vois, tu as des gros mastodontes de la mer qui raclent tout et à la fois on pointe parfois du doigt nos pêcheurs français qui font un travail admirable. Tu as à la fois de l'aquaculture responsable et puis en même temps 80%, ça vient de l'étranger dans des conditions avec du dumping qui sont pas favorables, un peu douteux. Tu as 30 millions de tonnes de poissons qui sont aujourd'hui pêchés illégalement, donc tu as aussi du trafic avec des pays qui acceptent qu'on vide les cargaisons, tout ça sans regarder. Et tenez-vous bien, tu as 7 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés, rejetés à la mer parce qu'ils ne correspondent pas aux quotas et parce qu'ils ne vont pas respecter certaines règles et pas plaire aux consommateurs. Incroyable. Donc tu as à la fois beaucoup d'incohérences qui font que ça serait peut-être bien que chacun puisse balayer un peu devant sa porte. Eh oui. En tout cas, il y a un autre chiffre étonnant que vous citez dans votre livre. Vous dites que l'océan est un État. Si l'océan était un État, il représenterait la 7e puissance économique mondiale avec un PIB annuel de 3 000 milliards de dollars. On rêverait de ça en France. T'imagines ? Mais oui, mais on l'a sous nos yeux. C'est ça qui est incroyable, André. On l'a sous nos yeux. Il nous manque une volonté, une vision, une envie d'y aller. Ça pourrait créer une cohésion entre les Français. Ça pourrait créer une cohésion... On va en parler du ministère de la Mer. On va en parler. Bien sûr, on a besoin. Eh oui, écoutez, j'espère qu'un jour vous serez entendu par le gouvernement actuel. En tout cas, l'avenir de la Terre passera par la mer, c'est clair, c'est certes. Maud Fontenoy, on continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio, donc avec vous. Et on prendra le large aussi avec un autre très grand navigateur français, Loïc Perron, et avec le journaliste Dino Di Meo, à l'occasion donc de la 9e édition du Vendée Globe. Alors restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. L'Atlantique, l'Indien, le Pacifique. Et maintenant
océans, le temps des océans, on y est, hein, on y est vraiment, le temps des océans. Et de rappeler, c'est très bien, Maud Fontenoy l'a fait, Loïc Perron le fera, et Dino Di Meo aussi, de rappeler que c'est vraiment notre poumon d'oxygène. Je veux dire, on l'oublie quelquefois, on voit la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, mais là, en ce moment, elle claudique, hein, la mer, avec toutes les pollutions et autres. Donc, il faut vraiment la sauver. Et c'est les enfants de la chorale de l'école du Panloup de Boulogne-Billancourt qui chantent The Time for Oceans en soutien au navigateur Stéphane Le Diraison, qui est engagé dans la protection des océans et qui a pris le départ de la dernière édition, enfin la plus récente, la 9e édition du Vendée Globe, le 8 novembre dernier au Sable d'Olonne. Alors, le Vendée Globe, on va en parler, Céline. Et oui, et on va parler tout de suite de cette course mythique qui est donc la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. On en parle avec la navigatrice Maud Fontenoy, avec l'un des marins les plus titrés du monde, Loïc Perron, qui publie chez Plomb le dictionnaire amoureux de la voile. Et on en parle aussi avec le journaliste Dino Di Meo, auteur du Vendée Globe, les aventures du Grand Sud, chez Hugo et Images, un livre dans lequel il dresse le portrait des 167 skippers qui ont fait cette course depuis ses débuts en 1989, André Berkoff. Alors bonjour à vous deux, Loïc et Dino, vous venez de nous rejoindre sur Sud Radio. Loïc Perron, vous faisiez partie des 13 navigateurs qui ont pris le départ de la première édition du Vendée Globe. C'était il y a 31 ans. Vous aviez fini donc deuxième derrière Titouan Lamazou après avoir sauvé donc Philippe Poupon. Quel souvenir vous gardez de cette première aventure dans les mers du Sud ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Des beaux souvenirs, évidemment. Hein. Cette première édition du Vendée Globe n'était pas la première fois où on voyait des hommes ou des femmes, mais il n'y avait pas de femmes sur cette première édition, en tout cas, faire un tour du monde. C'était même pas la première fois que des hommes faisaient un tour du monde en solitaire, mais c'était la première fois vraiment que c'était organisé de manière un peu officielle. On est parti des Sables d'Olonne il y a 32 ans. Et on était 13 au départ, pas tout à fait le même nombre à l'arrivée. Et c'était une aventure étonnante, hein, parce que c'était un peu la première fois où on mariait la course et l'aventure. Et ça reste toujours comme ça, 30 ans après. C'est de plus en plus compliqué pour les marins, les bateaux sont de plus en plus rapides, de plus en plus complexes, mais il y a une notion d'aventure assez exceptionnelle. À l'époque, on peut dire que c'était quand même un sacré défi parce que vous partiez tous un peu vers l'inconnu. Je me souviens que certains psy disaient même, certains vont revenir complètement fous de cette aventure. Vous vous en souvenez, ça a dû vous marquer quand même à l'époque. Oui, ça ne faisait que confirmer qu'il faut se méfier des spécialistes, quel que soit leur domaine. Et c'est pour ça que je tends de tout mon être à n'être qu'un généraliste, si possible, dans tous les domaines. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs la spécialité des marins solitaires, on ne peut pas être bon partout, mais on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. Et c'est la vraie définition du généraliste qui doit s'intéresser à tout. Mais on a besoin des spécialistes pour fabriquer nos bateaux, pour faire de belles émissions de radio comme vous les faites, et comme parfois écrire quelques bouquins, et on se fait aider pour ça, même si les libraires aujourd'hui sont fermés, ce qui est un paradoxe. Vous faites la promotion et c'est gentil. C'est vrai, enfin ça ouvre heureusement ça ouvre samedi, et on espère que ça va rester ouvert. Donc ce samedi, Loïc Perron, juste un moment, à quel moment il y a ce sentiment du danger, l'inconnu, la mer, on part en solitaire, et on le ressent comment, ce sentiment du danger? On l'a dans des tas de domaines. Oui, parce qu'on disait, Loïc, on disait quand même que cette course était quand même plus dangereuse à l'époque que le Golden Globe ou le Block Challenge. Expliquez-nous. Ça dépend dont on approche, la manière dont on approche la mer. La mer a toujours fasciné les terriens, évidemment, et historiquement, et depuis toujours. On ne sait pas trop ce qui se passe sur l'horizon, on ne sait pas ce que font les marins là-bas au large, en solitaire ou pas. Après, il y a une autre manière d'aborder les choses, c'est quand on est en course ou pas. On comprendra très bien que quand on se déplace sur la terre ou sur l'eau, si on veut aller vite, ça devient plus dangereux. Évidemment, la vitesse est un facteur aggravant en termes de choc, en termes de stress, et ainsi de suite. Mais après, c'est vrai qu'il y avait cette notion d'aventure qui existe toujours. D'aller faire un tour du monde, c'est pas anodin. Et Dino va vous le préciser tout à l'heure, c'est qu'il y a moins de personnes sur notre petite planète à en avoir fait le tour à la voile que de personnes qui sont allées dans l'espace, par exemple. Donc c'est vraiment réservé à une élite, une élite dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire parce que on ne sait jamais, chaque seconde ne ressemble pas à la précédente ni à la suivante. On ne sait jamais si on va arriver là où on veut revenir, en tout cas. Il y a un côté aléatoire ahurissant. C'est une leçon de vie permanente d'être en mer. C'est que si on veut s'arrêter, il faut continuer. On peut pas dire stop. À terre, on peut s'arrêter brutalement, on peut sortir de sa voiture et puis dire j'en ai marre. Là, non. Non, le meilleur moyen de finir, c'est de continuer en permanence. Donc, il y a plein de jolies valeurs en mer que nous envient les terriens, et je les comprends.
Eh oui. Alors Tino Di Meo, vous couvrez cette course depuis 20 ans et vous avez recueilli donc les témoignages de tous les skippers qui ont participé donc au Vendée Globe. Quels sont les témoignages qui vous ont le plus marqué en quelque sorte? J'allais dire un peu tous, parce que quand on parle à tous ces gens-là, moi j'aurais du mal à faire un choix. Il a fallu que je me replonge dedans pour en choisir quelques-uns. Mais il y en a effectivement beaucoup. Loïc, je t'ai pas choisi toi, parce que je savais que tu allais en parler. Mais par exemple, parlez-nous de Titouan Lamazou qui a gagné le premier Vendée Globe. Titouan, il est parti pratiquement... il avait déjà navigué... autour du monde, mais il connaissait tout ça. Hein. Mais quand même, cette course, elle faisait un peu peur. Je sais qu'il est parti avec l'équivalent de 3 bateaux à bord, quoi, pour pouvoir tout changer en cas de casse, etc. Ah oui, avec la composition de chaque bateau, enfin tous les morceaux, quoi. Ah oui, les morceaux choisis, oui. Les pilotes automatiques aussi, il me semble, Loïc, non? Oui, il est vrai qu'il avait beaucoup de pièces de rechange. Il n'a même d'ailleurs pas été très bon d'un point de vue écologique, parce qu'il a balancé des voiles de secours et qu'il avait changé par-dessus bord. Donc ça, et il paraît qu'il est parti, effectivement, c'est ce que vous racontez dans votre livre, qu'il est parti avec le moulage de toutes les parties de son corps. Oui. Pourquoi ça? Au cas où il se blesse, c'est incroyable. Il y a beaucoup de chocs sur un bateau, et dans un bateau, il avait peur de se casser, et il pouvait faire des plâtres. Enfin bon, je ne sais pas avec qui il avait fait ça d'ailleurs, mais... C'est drôle. Tino Di Meo, moi une question, puisque vous les avez tous connus, vous en parlez tous dans votre livre, et ça fait quand même une collection impressionnante. Quel est justement, pas ce qui les différencie, mais quel est le ou les dénominateurs communs de toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'il est? Je ne dis pas qu'il les unit, mais vous retrouvez les mêmes démarches ou pas? J'allais dire, moi il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est quand je vais sur le ponton au départ. Ils ont un peu tous le même regard, quoi. Ça, c'est ça me frappe, parce que on a l'impression qu'ils vont quelque part. Déjà, ils savent pas. Comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Donc, mais souvent, le regard, c'est surtout que le regard des marins sur un ponton, au moment du départ, c'est qu'ils sont déjà partis bien avant. Ça fait déjà des jours, voire même des semaines qu'on est déjà en train de tourner. Il est déjà sur l'horizon, tu veux dire? Oui, mais on est déjà tellement dans les fichiers météo, dans les mécaniques, dans l'anticipation, et en fait, on flotte au-dessus, on est au-dessus. On est dans un nuage qui a été cette année, pour cause de Covid, assez étonnamment préservé, puisqu'il y avait beaucoup moins de sollicitations externes, pas de journalistes, pas de médias, rien du tout, pas de public proche. Et ça a paradoxalement, je trouve, mis un peu de solennité à ce départ. Oui, D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, cette espèce de présentation style match de boxe. Exactement. Parce que d'habitude, on ne les voit pas. Et le retour, Tino Di Meo, le regard du retour. Le regard du retour, ça dépend. Ça dépend si on a gagné ou pas. Je pense que quand le gars il a gagné, on connaît. Mais c'est souvent quand même très, très difficile à vivre. Hein, même... C'est des pleurs, on réalise pas. Je sais pas, je repense à Hélène MacArthur elle n'avait pas gagné, elle était arrivée deuxième derrière des joyaux. Et elle ne voulait plus descendre de son bateau. C'est joli. Pourquoi? Parce que c'était son rêve d'enfant, cette course. Elle m'a raconté que quand elle était à la maternelle, elle rêvait de faire le tour du monde en regardant son verre d'eau. Et c'était un rêve pour elle, donc elle l'a... Ah oui, elle l'a fait, C'était pas un verre d'eau, c'était un peu plus grand, mais... Et là, j'ai fait une anti-sèche, parce qu'il faut pas... Mais elle dit une phrase qui est très belle. Elle dit qu'elle refuse de quitter son bateau, car c'était accepté que ma vie venait de changer pour longtemps. Et en fait, elle a changé après. Elle a continué à naviguer après quelques années, Loïc, je me souviens plus combien de temps. Mais c'est vrai qu'elle a arrêté assez rapidement pour se consacrer justement à l'environnement. Oui, c'est ça. Et comme donc, Maud maintenant. Alors Maud Fontenoy, on rappelle que vous avez traversé 2 océans à la rame. Vous êtes la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance, d'est en ouest. La première fois, vous avez passé le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance. Quel souvenir vous en garnez? Je suis très heureuse d'entendre Loïc et puis d'entendre parler de tous ces grands marins, parce que moi j'ai d'abord rêvé grâce à eux.
Et on est tous comme ça. On essaie de se mettre un petit peu très modestement dans la roue, ou en disant dans le vent de ces grands navigateurs qui ont marqué l'histoire de la navigation en France. C'est vrai que c'est toujours une aventure différente, hein. Les océans, voilà, et on les connaît jamais suffisamment. Et ça dépend toujours du moment où tu le passes et de la force du vent. Moi, je me souviens de ce Cap Horn au moment de Noël, et c'est vrai que j'avais eu pas mal de difficultés à le passer. Lesquelles? Le vent a été vraiment fort, et j'avais beaucoup de mal à faire ces fichus virements de bord. Et c'est vrai que, on le sait, les conditions de mer sont souvent difficiles là-bas. Et j'avais mes petits cadeaux qu'on emmène souvent, marins, qui ont été offerts par l'entourage et qu'on doit ouvrir que le jour J. Et c'est toujours étonnant d'avoir à la fois les conditions extérieures qui sont souvent très pénibles. On est un petit peu animal dans cet univers, et en même temps on est ramené au terrien et à nos proches par des petites attentions. Donc il y a un petit peu ce paradoxe, ce grand gouffre en fait entre leurs petits mots et ce qu'on vit dans l'instant, qui est juste une question d'arriver à tenir, de survivre, de faire avancer son bateau, de se dire voilà, on ne sait pas où on sera dans une heure ni où on sera le lendemain. Et mais quelle est l'épreuve la plus terrible que vous ayez vécue en mer alors? C'était dans l'Atlantique, je crois, quand votre bateau a chaviré 17 fois, c'est ça? C'est vrai que quand on est dans un petit bateau à rame, on est vraiment très proche de l'eau. Donc la tempête paraît d'autant plus grande. Et dans une tempête dans l'Atlantique Nord, le bateau n'arrêtait pas de se retourner. Donc on remplit des coffres d'eau, des ballasts pour arriver à le remettre d'aplomb. Gérard d'Abbeville m'avait beaucoup conseillé là-dessus. On avait conçu un bateau ensemble. Et c'est vrai que le bateau était formidablement marin. Ça n'en reste pas moins qu'on se sent vraiment tout petit. Et quand j'ai vu le siège à coulisses sur lequel je ramais 8 à 10 heures par jour être arraché par les flots, je me suis dit que vraiment ma coque de noix valait pas grand-chose dans ces vagues. Et j'ai bien vu ma dernière heure arriver, mais je pense qu'on se fait tous un peu peur à des moments donnés. Ça nous ramène un peu à notre humilité face à l'environnement extérieur, et notamment à ces océans dont on a à la fois tellement besoin et pour qui on ne représente pas grand-chose. C'est fou. Alors vous, Loïc Perron, je rappelle que vous avez traversé 50 fois l'Atlantique, couru 4 éditions de la Solitaire du Figaro, tourné 4 fois autour du monde, triomphé 3 fois de la Transat anglaise, disputé 3 coupes de l'America et bien d'autres courses. Quelle a été votre plus grande frayeur en mer? Oh, il n'y a pas de hit parade, il y en a, comme le disait Maud, il y en a beaucoup, mais disons que c'est quasiment constant quand on est sur des bateaux qui vont vite. Une fois de plus, il y a une différence fondamentale entre conduire et piloter. On le comprend bien quand on a tous des voitures, mais qu'on ne se considère pas comme pilote. Eh bien, c'est encore pire. L'écart entre la conduite d'une voiture normale et le pilotage d'un bateau de compétition est ahurissant. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est difficile. Donc ça, c'est l'angoisse permanente, évidemment. De chavirer quand on est sur un multicoque, c'est tout, à peu près toutes les 10 secondes. Enfin, du moins, en 10 secondes, on peut oui, toutes les 10 secondes, incroyable. C'est pas toutes les 10 secondes, mais c'est qu'il suffit qu'il y ait une risée, il suffit que le vent soit un tout petit peu plus fort, et hop, le bateau va chavirer. C'est moins le cas avec les grands trimarans, parce qu'ils sont un peu plus stables. C'est beaucoup moins le cas avec les monocoques, parce qu'ils peuvent se coucher sur l'eau, mais reviennent heureusement dans le bon sens. Mais la vitesse est un facteur, je vous le disais tout à l'heure, aggravant de stress. C'est hostile pour l'environnement quand on va vite. Après, donc, les frayeurs, il y en a plein. Il y a eu des crises appendicites en pleine mer, en solitaire, et j'ai écrit mon testament quand j'avais 19 ans. Donc, ça va de là à beaucoup d'autres choses. C'est une très belle école de vie. C'est une très belle école de vie. Loïc Perron, moi, j'ai une question à poser à tous les trois. Enfin, vous, en tant que témoin, Dino Di Meo, mais à Maud Fontenoy. Et parce que nous, on est des pauvres citadins, complètement ras des villes et un peu ras des champs, mais moins hélas ras des océans. Comment on vit avec la solitude? Comment on vit avec la solitude? Moi, ça me fascine, ça, parce que je me dis, vraiment, partir, même l'idée de partir comme ça, comme vous êtes tous les deux partis, c'est quand même la déjà solitude extraordinaire. et la notion de temps, comment on la gère solitude, aussi, déjà. Loïc Perron. C'est pas du tout une problématique, c'est même une envie que de se mesurer. Alors, il y a des exploits où on est tout seul, ce qu'a fait Maud à la rame, ou tout seul contre soi-même. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien me bagarrer à armes égales, si possible, avec d'autres personnes qui ont envie toutes seules de gérer des problèmes théoriquement ingérables par une personne toute seule, justement. C'est l'impossibilité de le faire qui rend les choses fascinantes, parce qu'il faut
poser en permanence. Mais on n'est pas du tout seul quand on est en mer, absolument pas. Enfin, du moins quand on est en solitaire. Pas du tout. On est même trop entouré, on est trop connecté. Oui, vous voulez dire, on n'est pas seul. En fait, c'est l'antipode de la solitude, de la vraie solitude. Les antipodes. C'est même ce que vous disiez à propos d'Hélène MacArthur qui ne voulait pas quitter son bateau. On a tous le même sentiment. On est déjà deux. Il y a déjà une personne et un bateau. Et tous les éléments d'un bateau vivent, on les fait parler. J'avais écrit des papiers là-dessus en faisant parler tous les instruments d'un navire. On lui parle constamment à ce bateau. On parle à ses pilotes automatiques. On a des manières de combler certains moments monotones et solitaires. Ça, c'est vrai. C'est comme si vous étiez en couple avec votre bateau, en quelque sorte. Évidemment, c'est une symbiose ahurissante. On est constamment à l'écoute du moindre bruit suspect. Et c'est très bruyant, justement, comme environnement. Enfin, c'est une symbiose étonnante. Mais Maud Fontenoy, vous, quand même, la solitude est peut-être encore plus prégnante vu le poids du bateau et la dimension du bateau. C'est vrai qu'on a un plaisir à partir seul. Enfin, en ces périodes de confinement, nous autres navigateurs, on nous interviewe souvent, nous disant le confinement finalement. Mais nous, ça n'a rien à voir. On fait un confinement choisi. On décide de partir loin en mer sur nos petits bateaux. Donc, ce n'est pas d'une souffrance comme ça peut l'être pour celui à qui on impose et pour lequel il n'est pas préparé. Donc cette solitude, on l'a choisie. Moi, j'aime, au contraire de Loïc, justement, me retrouver seule face à moi-même et me battre que contre moi-même. Essayer d'essayer de sortir de moi-même ce qu'il peut y avoir de meilleur et de se dépasser soi-même. Et cette solitude, elle t'impose de devoir dépendre que de toi et de te débrouiller tout seul, quelles que soient les situations. Essayer de valoriser l'homme dans notre capacité à réaliser des choses plus grandes que lui. Vous savez, dans cette idée de réaliser des grands défis en essayant de ne pas regarder le sommet tout de suite, qui est souvent dans les nuages, et de se dire qu'en coupant la montagne en petits morceaux, ben finalement, on rend chaque étape un peu plus digeste et finalement, on y arrive. Donc, coup de rame après coup de rame, étape après étape. Et c'est le même parallèle sur les enjeux environnementaux aujourd'hui. C'est chacun sa part, c'est sa part du colibri, c'est jour après jour. Rien faire tout seul. Voilà. En tout cas, là. Absolument. Dino Di Meo, dans les skippers que vous avez rencontrés, vous avez presque tous rencontrés, c'est toujours une bagarre comme ça avec eux-mêmes, avec le bateau, avec les éléments? Oui, c'est une bagarre. Mais pour revenir à la solitude, je n'ai pas de souvenir de skipper qui se plaignait d'être seul. Ah oui, pas un. Ah non, les gars, ils choisissent de faire un truc en solo, ils partent en solo. Et en fait, comme disait Loïc, ils sont pas seuls. Ils disent souvent nous. Quand ils parlent, ils disent nous, on. Nous, parce que c'est moi le bateau. Le bateau et moi. Non, c'est vraiment un choix, je pense. Je ne sais pas. Alors certains cherchent, se cherchent eux-mêmes, d'autres cherchent autre chose. Bon, ça. Bien sûr. Mais aucun ne témoigne que j'ai souffert de la solitude. J'étais pas. Ouais. J'en ai pas eu. En tout. Et oui, Loïc Perron, je sais qu'actuellement vous faites le Vendée Globe virtuellement avec le jeu en ligne Virtuel Regatta. Dites-nous aujourd'hui, selon vous, qui est le favori alors du Vendée Globe? Ah, du Vendée Globe virtuel, vous dites ou Ah non, de la course réelle, dites-nous. Des deux, si vous voulez. C'est très aléatoire, forcément. La vie réelle est aléatoire, particulièrement sur l'eau. On l'a vu, il y a encore eu quelques avaries aujourd'hui pour des très bons concurrents. Pour l'instant, Charlie Dalin est bien placé, mais c'est long, c'est très long, un tour du monde. Tout peut se passer. Par contre, sur le virtuel, c'est encore pire. On est 900 000 à jouer. Incroyable. Oui, c'est assez génial. C'est vraiment marrant parce que là, je suis juste à côté, par exemple, de Samantha Davis. Donc, avec mon petit bateau virtuel, je suis juste à côté de Sam, qui, elle, réellement, est pas loin. Oh, c'est extraordinaire. Et de comprendre l'investissement permanent qu'il faut pour ces marins de jouer sur régler leur voile, de changer de conditions météo. Enfin, je trouve ça sympa. Ça me rappelle le bureau un petit peu, mais au sec. Oui. C'est extraordinaire en tout cas. Ce qui est extraordinaire cette année, André Berkoff, c'est que 6 femmes ont pris le départ de cette course et c'est un record dans l'histoire du Vendée Globe. On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio et on se retrouve avec Maud Fontenoy, Loïc Perron et Dino Di Meo. Alors restez avec nous, on revient dans un instant. Est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas cette musique qu'Éric Serra a composée pour le film culte, Le Grand Bleu de Luc Besson, qui a obtenu le César de la meilleure musique de film en 1980.
89. Et oui, Céline. Luc Besson, qui est le parrain de la fondation de Maud Fontenoy, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Sud Radio, avec l'immense navigateur Loïc Perron, qui publie chez Plomb le dictionnaire amoureux de la voile, et le journaliste Dino Dimeo, auteur des Aventuriers du Grand Sud, qui est donc la Bible du Vendée Globe, paru chez Hugo et Images. Maud Fontenoy, quelles actions menez-vous depuis 12 ans au sein de votre fondation pour préserver les océans ? Quand on aime les océans, comme chacun d'entre nous autour de cette table, on se demande là où on peut être le plus utile. Et moi, j'ai pensé en réalité que la meilleure clé de changement, là où on pouvait actionner un peu plus le gouvernail peut-être, c'était par l'éducation. Donc en fait, je me suis consacrée jusqu'à aujourd'hui à l'éducation de la jeune génération, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Je suis ambassadrice auprès du ministère pour tout ce qui concerne l'éducation à la mer, la relance des classes de mer notamment, qui est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et on a des programmes éducatifs qu'on réalise avec le ministère et avec des partenaires scientifiques et qu'on distribue gratuitement dans toutes les écoles de France et d'ailleurs, à travers les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées, pour essayer de toute l'information dont on parle depuis une heure sur tout ce que l'océan nous apporte en termes de richesse. Sensibiliser les jeunes à ça. Ouais. Comprendre combien on a à la fois devant nous un potentiel incroyable de richesse, qu'on le connaît assez mal finalement, parce qu'on connaît que 3% de la biodiversité marine. Et qu'on a aujourd'hui aussi des solutions pour notre survie en termes médicaux, mais aussi économiques et en termes d'énergie. Enfin voilà. Donc c'est un sujet passionnant et finalement ça leur apprend à aimer les océans et Dieu sait que chacun sait que quand on aime, en fait après on protège. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 12 ans, vous avez sensibilisé 720 000 enfants à la sauvegarde des océans. Bravo à vous, je précise donc que tous les bénéfices de votre livre Bleu, un océan de solutions, publié chez Belin, sont reversés à votre fondation et à celle de Yann Arthus Bertrand, dont les photos illustrent cet ouvrage extraordinaire. Alors Loïc Perron, vous publiez chez Plomb le dictionnaire amoureux de la voile, un livre dans lequel vous nous faites découvrir le monde de la voile que vous avez vu se transformer durant plus de 40 ans. Vous avez donc l'un des plus beaux palmarès de la voile française. Vous avez notamment remporté la Route du Rhum à 54 ans, un âge où tous les skippers solitaires de votre génération ont souvent raccroché les bottes. Écrivez-vous dans votre dictionnaire. Vous-même, pour quelles raisons avez-vous donc persévéré ? Parce que j'aime ça, et puis parce que j'y arrivais encore un peu, et puis surtout parce que c'est un sport dans lequel, une activité en tout cas, dans laquelle on peut durer longtemps. On en a la preuve encore aujourd'hui avec Jean Le Cam, regardez, qui a 61 ans, qui est justement sur le Vendée Globe. Il fait son 5e Vendée Globe, il est 3e actuellement, sur un bateau moins rapide que les autres. L'expérience compte beaucoup, on ne sait jamais de quoi elle est faite, mais quelques cheveux blancs ne nuisent jamais dans ce sport-là. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge des vainqueurs de courses, quelle qu'elle soit, particulièrement en solitaire, est assez importante. C'est assez étonnant. Ça se rajeunit forcément d'année en année, parce que les vieux s'en vont, mais on est quelques résistants comme ça de temps en temps. En tout cas, ce qui est très joli dans votre dictionnaire à la lettre P, on vous retrouve et vous citez un aphorisme que vous aimez particulièrement, à savoir: le plus beau moyen de gagner une course est de la finir, mais le plus beau moyen de la finir, c'est de la gagner. Voilà. Oui, on n'est pas obligé de le faire. Le Vendée Globe, justement, est l'une des épreuves dans lesquelles ne pas gagner n'est pas un échec. Sur la durée, on a le temps de s'attacher à ses concurrents, à ses personnalités qu'on découvre parfois, et juste de le finir, c'est déjà magnifique. Dino Dimeo, un dernier mot. On peut dire que la compétition, la course, c'est une drogue dure pour certains marins. Oui, ça c'était une citation de Quito de Pavan en 2016. Quito de Pavan, c'est un peu le malchanceux. Il avait dématé en 2008, en 2012, il percute un chalutier. Et donc il affirme, pour moi, c'est une drogue dure, il faut que j'y retourne. Il y est retourné il y a 4 ans et il a heurté un cachalot. Donc, et il a une citation d'ailleurs très belle qui dit: on a plus de chances de rencontrer un cachalot en mer qu'un sanglier sur la route. Et avec son humour à lui. Extraordinaire. Mais bon, sauf que c'est aux îles Crozet.
Donc là, il n'y a personne. Hein. En tout cas, c'est clair, on l'aura compris, Maud Fontenoy, sans l'océan, nous sommes sans passé, sans le protéger. Nous privons d'avenir, et c'est avec cette citation de Richelieu que vous concluez votre livre. Les larmes de nos souverains ont souvent le goût salé de la mer qu'ils ont ignoré. Et bien, après vous avoir tous entendus sur Sud Radio, c'est clair, nous allons nullement ignorer à présent nos océans. Je rappelle que votre livre, Maud Fontenoy, Bleu, un océan de solutions, est sorti chez Belin. Dino Di Meo, votre Bible du Vendée Globe intitulée Les Aventuriers du Grand Sud est paru chez Hugo Images. Et chez Plomb, Loïc Perron, votre dictionnaire amoureux de la voile, vient de sortir. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Aujourd'hui, elle reçoit Pascal Neveu, psychanalyste et psychothérapeute. Et comme on disait sur le Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Et Brigitte Lahaye parlera effectivement des conséquences de la Covid sur les familles, sur la famille. À bientôt sur Sud Radio.